tentative de déstabilisation au Burkina Faso. Le Ghana se défend de ces accusations. Le Ghana est-il une base arrière pour les terroristes sur le territoire burkinabé? Eh bien, c'est l'une des interrogations que nous allons nous mettre sur la table de cette émission. Merci en tout cas d'être avec nous dans le cadre de Regard panafricain. Bien sûr, nous parlerons de l'actualité concernant le Burkina Faso et le Ghana. Est-ce que le Ghana est une base arrière de déstabilisation contre le Burkina Faso? C'est l'une des questions que l'on pourra mettre sur la table avec notre invité dans quelques instants seulement. C'est un rapport, un article publié par Reuters, agence de presse, qui pointe du doigt directement le Ghana comme étant un pays dans lequel les terroristes se ravitaillent et avec lequel les terroristes ont un accord qui permettrait de ne pas agresser le pays, car cet article d'ailleurs rappelle que le Ghana n'a pas été victime d'attaques terroristes depuis fort longtemps, pendant que le Burkina Faso en souffre tous les jours, le Mali, le Niger également, même d'autres pays comme la Côte d'Ivoire ou encore le Sénégal. Eh bien, on en parle avec notre invité, André-Christelle Fonga, qui est avec nous ce soir. Merci d'être là. Bonsoir et bienvenue. Madame Bégoudé, bon rétablissement. Merci infiniment. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir aux auditeurs, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent sur toutes les plateformes de Foyo Africa. C'est un plaisir d'être encore sur votre plateau, dans votre beau studio, avec les techniciens et les coordonnateurs de rédaction et tout ça, qui sont en train de travailler d'arrache-pied pour justement permettre que l'Afrique puisse écouter, n'est-ce pas, des informations, des analyses et des éléments probants pour sa souveraineté véritable, pour son épanouissement et son autodétermination, si on peut le dire ainsi, pour prêter un peu les mots des autres. Donc, je pense que c'est pour moi un engagement, un devoir d'être toujours présent à vos invitations, surtout à Regard panafricain, pour apporter ma part d'expertise, n'est-ce pas, dans les discussions, dans les débats, dans les sujets que vous mettez à l'ordre du jour. Donc, c'est un très grand réel plaisir d'être en face de vous ce soir. Et c'est un plaisir aussi de vous retrouver après une émission, n'est-ce pas, manquée. Merci André-Christelle Fonga d'être là avec nous. Vous ne vous êtes pas prêté à une tradition, c'est bon, on passe? Mais non, on ne peut pas passer. Vous savez, quand j'ai commencé à d'abord vous souhaiter bon rétablissement, Merci. parce que l'émission n'a pas pu avoir lieu parce que vous étiez alité. Oui. Donc, vous êtes revenu en pleine forme. Là, ça me fait plaisir. Et ça fait aussi plaisir parce que nous avons vu, n'est-ce pas, For You Media Africa, n'est-ce pas, se déployer de l'autre côté de Kazan, au niveau où nous avons vu le président Serge Espoir Matomba, premier secrétaire du PUS, intervenir sur plusieurs plateformes, n'est-ce pas, et nous avons vu aussi la très belle question, n'est-ce pas, de votre consoeur et journaliste de For You Media qui a posé la question à l'homme, on peut dire, le plus puissant actuel du monde, n'est-ce pas, Vladimir Poutine, n'est-ce pas, et qui était une question véritablement qui a fait la fierté de toute l'Afrique et qui a fait véritablement le président Vladimir Poutine répondre, n'est-ce pas, aux attentes de beaucoup d'Africains. Et donc, je profite pour féliciter Madame Sikendoumbé, n'est-ce pas, qui a justement posé cette question-là, et toute l'équipe de For You Africa, n'est-ce pas, qui était présente, et à sa tête, le grand dirigeant, le grand manager, l'espoir, n'est-ce pas, de toute une génération, de cet homme-là que vous connaissez très bien, appelé Serge Espoir Matomba. Donc, véritablement, je le salue des deux mains parce que des Africains comme ça, et nous avons vu, il n'était pas seul, il y a d'autres Africains, n'est-ce pas, qui l'accompagnaient justement dans cette logique-là, parce qu'autour de lui, j'ai vu d'autres frères que j'ai déjà eu à rencontrer ici au Cameroun, n'est-ce pas, venus de la Guinée, je crois, de la Guinée, Guinée-Bissau, d'autres, je crois, du Togo, d'autres du Sénégal. En fait, il y avait tout un conglomérat de jeunes Africains, de leaders africains qui l'accompagnaient justement dans cette
cette mission-là. Donc, véritablement, c'est un salut particulier et félicitations à ce travail de For You Africa qui fait encore la fierté de l'Afrique et tout son promoteur et tous ceux qui travaillent d'arrache-pied justement pour que cette chaîne puisse monter et monter et monter et continuer à monter. Que la bénédiction de l'Éternel vous accompagne dans cette tâche lourde. Et là, c'est le pasteur Fanga qui parle. Évidemment, nous recevons la bénédiction avec les deux mains. Merci André-Christophe Fanga. Eh bien, on démarre les discussions juste après cette transition. Et merci à vous tous d'être avec nous sur For You Media Africa, sur nos différentes plateformes internet, mais aussi sur notre radio 96.3 FM, sans oublier que vous nous recevez à travers vos petits écrans. Avant de parler de l'actualité qui nous mène au Ghana, ou du moins qui met en exergue le Ghana et le Burkina Faso, ainsi que les terroristes qui agissent entre les deux frontières, nous parlons de l'actualité en Afrique du Nord, avec la descente sur le territoire africain d'Emmanuel Macron, président français, une visite qui démarrait ce 28 octobre 2023 pour s'achever le 30 octobre prochain avec le président, ou du moins le roi Mohamed VI. Les relations n'étaient plus au beau fixe, les deux présidents se raccrochaient au nez. Selon les informations que nous avons reçues, les bruits de couloir de la présidence de l'Élysée, eh bien aujourd'hui une visite officielle et de travail d'Emmanuel Macron, est-ce qu'elle vient marquer le pas d'une réconciliation entre le Maroc et la France? Et pourtant, on se souvient des discordes qui existent entre ces deux pays depuis 2021, pour ne citer que celle-là. Alors, Madame Bégoudé, je pense que le président de la République française est dans une logique de recherche, de renouer des partenariats, n'est-ce pas, qui, justement, étaient brisés il y a de cela quelques temps. Parce que le Maroc, après avoir espionné le président Macron, vous savez qu'il y a eu un problème d'espionnage entre le Maroc et la France. Voilà, ce qui a brouillé les relations diplomatiques entre ces deux États, donc, avec le royaume chérifien. Le royaume chérifien. Donc aujourd'hui, nous croyons et nous pensons que cette situation, n'est-ce pas, a permis que les deux ne puissent plus s'entendre, ne puissent plus s'écouter au téléphone, puissent en fait se regarder en chien de faïence. Aujourd'hui, que les défis mondiaux veulent que la plupart, la France cherche des partenaires, parce que la France veut se présenter comme celui qui est le négociateur, l'homme de paix, l'homme qui réconcilie les peuples. Vous avez vu la kermesse organisée pour, n'est-ce pas, récolter des fonds pour le Liban et tout, alors qu'on sait que la France soutient Israël dans les bombardements. Donc, vous voyez que la France est dans une logique, elle est perdue en réalité. C'est une visite d'un homme perdu qui ne sait pas où il va, où il a besoin, n'est-ce pas, des éléments, des personnes pour l'accompagner dans sa logique, n'est-ce pas, de reconquérir son espace. Parce que le royaume chérifien aujourd'hui, ne l'oubliez pas, a demandé de faire partie de la CEDEAO, d'être intégré dans la CEDEAO. Aujourd'hui, le Maroc est comme la tête de pont, n'est-ce pas, qui, justement, travaille pour les intérêts français en Afrique. Parce que la plupart, n'est-ce pas, des affaires françaises ont été rachetées par la plupart par des Marocains. Par exemple, la BICEC qui est devenue marocaine, plein de banques, la SGBC, la SGBC, je crois, la SCB, Société camerounaise de banque, non? Oui. Société Générale Cameroun. Oui, c'est Société Générale Cameroun. Il y a eu la Société Agricole, SAB, oui, je crois, quelque chose aussi comme ça, qui est devenu aussi qui est l'ancien Crédit Lyonnais, qui est devenu aussi une entité marocaine. En fait, vous voyez que plusieurs entreprises marocaines, n'est-ce pas, que ce soit dans le domaine des banques, que ce soit, sont devenues françaises sont devenues marocaines. Donc, vous voyez qu'il y a véritablement, n'est-ce pas, une entente tacite entre le Maroc et la France pour justement, comme la France perdait pied en Afrique,
surtout en Afrique francophone. Alors, il fallait retrouver, n'est-ce pas, un autre modèle pour se réinventer, n'est-ce pas, au niveau de ce continent-là. Et donc, les relations qui ont un peu été brouillées, maintenant Macron veut les réchauffer, veut les restaurer. Mais la France et le Maroc ont toujours gardé de très bonnes relations. C'est juste ce problème, n'est-ce pas, d'écoute, d'espionnage du Maroc contre Macron, qui a voulu brouiller les pistes, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est deux nations qui ont toujours vécu ensemble et qui marchent toujours ensemble. Et surtout qu'il y a un dernier larron dans cette affaire, qui est l'Algérie. Vous savez que pour aussi davantage, n'est-ce pas, d'ailleurs, vous connaissez la position de la France face à la question sahraoui. Sahraoui, voilà, exactement. Vous connaissez la prise de position française. Vous connaissez le soutien de la France au Maroc par rapport à cela et qui fait justement un pied de nez à l'Algérie. Et donc, vous voyez que la France prend position directement après que l'Algérie aussi, plusieurs, n'est-ce pas, rencontres avec l'Algérie ont avorté et tout ça. Donc, vous voyez que la France est dans une logique, n'est-ce pas, de reconquérir certains territoires au travers du royaume chérifien. Et ils ont sûrement trouvé une entente. Bon, ils se sont calmés entre les deux leaders, c'est-à-dire le roi du Maroc et le président Macron. Ils sont sûrement, par rapport aux affaires des coups d'homme, mais le reste, diplomatiquement, économiquement et tout, c'est deux pays qui travaillent ensemble depuis longtemps. Merci André-Christelle Fanga pour cette brève lecture sur l'actualité concernant le Maroc et la France. À présent, le pays de Nana Akufo-Addo est à nouveau pointé du doigt dans des affaires de déstabilisation, cette fois-ci envers le Burkina Faso, alors que le pays continue d'essuyer plusieurs frappes terroristes, plusieurs attaques sur son territoire. Eh bien, le Ghana est pointé du doigt par les Britanniques, cette fois-ci, comme étant une base arrière, un point de ravitaillement des terroristes sur le territoire ouest africain. Selon ces informations, les terroristes se réuniraient donc à cette frontière de 600 km que partagent le Ghana et le Burkina Faso afin de se ravitailler, de se cacher, mais aussi de se préparer et de se former. Et selon les affirmations, encore les informations, le Ghana, c'est-à-dire les autorités, sont parfaitement au courant et auraient signé ensemble un accord tacite de non-agression qui permettrait à ces terroristes sur le territoire ghanéen de prospérer, mais de ne pas attaquer le Ghana et de continuer de se rendre vers le Burkina Faso. Déjà, comment est-ce qu'on lit cette actualité, André-Christelle Fanga, à l'heure où le Burkina Faso, justement, annonçait il y a de cela quelques semaines une tentative de déstabilisation en citant plusieurs pays comme étant des bases arrières, parmi lesquelles on pouvait citer la Côte d'Ivoire ou encore la République centrafricaine, le Bénin par exemple et d'autres nations. Madame Begoudé, vous devez comprendre une chose qui est simple, c'est que la CEDEAO actuelle a pour projet de tout faire pour que l'AES ne soit pas une confédération forte. La CEDEAO actuelle fait tout pour que la confédération de l'AES ne soit pas forte. Et quand je parle de la CEDEAO actuelle, je parle des différents leaders qui composent cette CEDEAO actuelle. Et qui sont complètement à plat ventre devant Emmanuel Macron. Monsieur Nana Akufo-Addo est à plat ventre devant Macron. Monsieur Alassane Dramane Ouattara est à plat ventre devant Macron. Monsieur Patrice Talon est à plat ventre devant Macron. Monsieur Faure Yassimbe Iyadema est à plat ventre devant Macron. Je vais encore citer qui? Bon, laissons Vous avez d'abord oublié comme ça. Le Sénégal? Laissons d'abord comme ça. Quand on regarde le Nigeria de Tinubu est à plat ventre devant Macron. D'accord. Donc, et c'est eux les leaders, c'est eux les têtes de proue. Okay. Diomaye Faye vient d'arriver au pouvoir, donc Bien il n'a pas sûr. encore une très grande influence. En même temps. Donc, quand je prends cela, je dis, l'AES fait partie du cahier de charge de tous ces larbins, de tous ces marionnettes appelés chefs d'État, sous-préfets, préfets, gouverneurs, qui sont établis justement dans cette zone-là
pour freiner des 4 fers pour que l'AES ne décolle pas. Et pour que l'AES ne décolle pas, il faut que le terrorisme, le djihadisme, l'économie et tout ça continue à sévir ces différents États. Nous savons tous que le Burkina Faso partage 600 km de frontière avec le Ghana. Sans compter la grande frontière encore avec la Côte d'Ivoire. Sans compter maintenant la zone des 3 frontières. Donc, vous voyez que quand le Burkina Faso se concentre ailleurs pour batailler contre le terrorisme et le djihadisme, une base arrière est formée au Ghana. Si le Ghana aujourd'hui vient dire qu'ils ne se reconnaissent pas dans cette déclaration de Reuters, alors c'est un mensonge. Parce que même les services de renseignement ghanéens, dans leur travail, savent qu'ils travaillent d'ailleurs avec les forces de défense, n'est-ce pas, selon leur rapport, avec les forces de défense ghanéennes, n'est-ce pas, pour sécuriser ce corridor-là. Mais eux-mêmes reconnaissent que avec 600 km de frontières, c'est quand même assez difficile, n'est-ce pas, de la sécuriser complètement pour qu'il n'y ait pas des infiltrations, qu'il n'y ait pas de base arrière au niveau du Ghana. Et je voudrais vous rappeler que Nana Akufo-Addo, il y a de cela quelque temps, avait un discours panafricain qui nous amenait à être convaincus que voilà, nous avons encore gagné un chef d'État dans le giron panafricain. Parce que lors d'une conférence, il avait complètement ridiculisé Macron. Quand Macron venait avec des propositions de l'aide au développement, de ceci, et il lui avait répondu, monsieur, l'Afrique n'a plus besoin de l'aide au développement. L'Afrique a besoin des partenariats gagnant-gagnant. Parce que l'aide n'a jamais apporté, n'est-ce pas, le développement. Et nous étions fiers. Mais subitement, Nana Akufo-Addo a changé. Il a changé pourquoi? Parce que dans certaines vidéos que nous avons vues et reportages, il y a un flanc du côté nord du Ghana, le Togoland qui s'est déclaré. Une scission, vous appelez ça quoi? Sécession. Une sécession s'est déclarée, qui s'appelait le Togoland. Justement, après ces déclarations, après avoir tenu tête à Macron, quelques mois après, il y a eu une sécession qui s'est déclarée, appelée le Togoland. Et je crois que c'était pour effrayer Nana Akufo-Addo. Et deuxièmement, l'économie du Ghana a été, comment dire ça, a été frappée de plein fouet par une crise qui a amené le Ghana à être un surendettement. Et pour que le Ghana puisse avoir de l'argent, il fallait aller au FMI et à la Banque mondiale. Et sachant que M. Macron, elle, fait partie des Rothschild, c'est-à-dire ceux qui dirigent, n'est-ce pas, le système monétaire financier du monde, le système dollar et SWIFT, et donc, on les a donné une fin de non-recevoir au Ghana qui était en pleine récession économique, donc il lui fallait l'argent. Et donc, il fallait que M. Nana Akufo-Addo devienne cette marionnette face à Macron. Et il est devenu pour avoir un peu d'argent et de faire disparaître, n'est-ce pas, le Togoland qui s'était créé. D'un matin comme ça, cette sécession s'est volatilisée. Je fais tout ce récit pour que vous puissiez comprendre la gravité, n'est-ce pas, de ce qui est en train de se passer au niveau de cette frontière, au niveau des accusations. Et ce n'est pas le Burkina Faso qui accuse le Ghana. Il faut le rappeler. Oui. Le Burkina Faso est au courant qu'il y a une situation pareille. Que le Ghana est une base arrière actuelle du terrorisme qui sévit au Burkina Faso.
Mais Reuters, c'est une agence, n'est-ce pas, de communication anglaise. Et c'est eux qui font ce reportage. Et quand ils le font, vous savez que le Ghana est un pays anglo-saxon. Donc, il y a, si les Anglais font déjà un reportage dans un pays anglo-saxon, ça veut dire qu'il y a des éléments probants, n'est-ce pas, par rapport à cette information. Et donc, c'est vérifié et vérifiable que le Ghana est une base arrière du terrorisme qui sévit au Burkina Faso. Je faisais tout ce tracé pour que vous compreniez que Nana Akufo-Addo est prêt à vendre son pays pour être bien vu par les impérialistes, bien vu par Emmanuel Macron. Donc Nana Akufo-Addo, il n'a pas retourné sa veste, il l'a carrément renversée. Ben, écoutez, renverser même, c'est même peu dire. Il a même échangé la veste, parce qu'il a donné une fois la veste que bon, partez avec, donnez-moi l'autre. C'est-à-dire la veste panafricaine qu'on pensait qu'il allait avoir. Il a été tronqué avec celle de l'impérialisme aujourd'hui. Et donc, nous devons nous attendre à tout genre de situation avec cette, n'est-ce pas, cette frontière-là. Je voudrais vous faire un rappel, Madame Madone Bégoudé. Oui. Vous avez connu l'époque de M. Blaise Compaoré en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, quand il était dirigeant du Burkina Faso. Le Burkina Faso n'avait jamais fait l'objet du terrorisme pendant les près de 25 ans de M. Blaise Compaoré au pouvoir. Vous savez pourquoi? Parce que le Burkina Faso, justement, avait fait ce pacte que M. Nana Akufo-Addo et ses dirigeants, et ses ministres, et tout ça, ses services, ont fait avec les terroristes, les bandes terroristes, les bandes armées. C'est le Togoland qu'on a voulu créer, que maintenant ils ont envoyé là-bas, et qu'ils envoient maintenant au Burkina Faso pour commettre des exactions. Parce que quand vous voyez dans la politique planétaire mondiale, n'est-ce pas, des impérialistes, quand ils n'arrivent pas à vous contrôler avec l'homosexualité, quand ils n'arrivent pas à vous contrôler avec l'économie ou les finances, quand ils n'arrivent pas à vous contrôler avec des sociétés civiles bidons, quand ils n'arrivent pas à vous contrôler avec des ONG, n'est-ce pas, d'un autre genre, quand ils n'arrivent pas à vous contrôler avec les sécessions, ils procèdent par le terrorisme. Et donc, vous allez retrouver, ils ne réussissent pas à contrôler le Cameroun, on crée une sécession. Ou bien on crée le djihadisme, le terrorisme avec Boko Haram du côté du Nord. Oui. Vous voyez que quand c'est en RCA, quand ils n'arrivent pas à vous avoir, ils vous créent des rebelles, des rébellions, quand, un peu de partout comme ça. Et donc, voilà comment M. Blaise Compaoré devient, n'est-ce pas, l'encadreur, le parrain, n'est-ce pas, des groupes rebelles. Et pourquoi je prends cet exemple? Pour vous montrer que c'est comme ça que l'Occident a toujours fonctionné avec certains leaders africains. 25 ans de pouvoir sans attaque terroriste. Mais il y a une attaque de grande envergure, n'est-ce pas, de terrorisme, djihadisme, n'est-ce pas, au niveau de la Côte d'Ivoire. Cette attaque vient d'où? Cette attaque a été préparée depuis Ouagadougou. Ouagadougou, parce que la rébellion de M. Kimbafori sur de M. Alassane Dramane Ouattara avait pour base arrière le Burkina Faso sous la gouvernance de qui? M. Blaise Compaoré. Donc, il se coulait la douce. C'est Ouattao, Ibrahim, quoi ça, tout cela. Tous ces rebelles que vous connaissez, les forces nouvelles en fait, avaient leur base arrière au niveau du Burkina Faso sous la protection de M. Blaise Compaoré. Ils ont attaqué la Côte d'Ivoire, ils ont laminé, et surtout avec la bénédiction, n'est-ce pas, de la France et, n'est-ce pas, de l'ONUCI. Je prends cet exemple pour que vous compreniez mieux, n'est-ce pas, ce qui se passe actuellement au Burkina Faso avec le Ghana. Et comme aujourd'hui, la Côte d'Ivoire ne peut pas faire le chemin inverse,
C'est-à-dire, parce que le terroriste en chef qui dirige la Côte d'Ivoire actuelle est surveillé de très près, donc il ne peut pas encadrer une rébellion, sachant d'abord que la plupart de ces rébellions-là, cette rébellion qu'il a installée au pouvoir, la plupart sont des Burkinabés, des Maliens, des Nigériens. Parce que vous savez que M. Alassane Dramane Ouattara, dans sa logique de conquête de pouvoir en Côte d'Ivoire, il avait dit on ne veut pas qu'il prenne le pouvoir parce qu'il est musulman. Parce qu'il est du Nord. Et donc, les frères musulmans du Mali, du Niger et du Burkina Faso ont cru défendre un frère, n'est-ce pas, pour qu'il obtienne le pouvoir. Donc, la plupart ont formé ce conglomérat-là pour justement aller combattre le président Laurent Koudou-Gbagbo. Ça, c'était juste une information pour qu'on comprenne mieux, n'est-ce pas, l'illustration que je suis en train de prendre. Donc, pour vous dire qu'aujourd'hui, M. Alassane Dramane Ouattara ne peut pas faire le chemin inverse, c'est-à-dire encadrer une rébellion, n'est-ce pas. Il a essayé, hein, ce n'est pas qu'il manque des tentatives. Il essaye, n'est-ce pas, il essaye de former les hommes, il essaye d'envoyer même des militaires, il essaye pour essayer de déstabiliser le Burkina Faso, mais ça ne marche pas. Vous vous rappelez, n'est-ce pas, par exemple, des 49 militaires qu'il a envoyés au Mali qui devaient aller tuer Assimi Goïta et les 5, bon, c'est maintenant les généraux, ce n'est plus les colonels. Félicitations à eux. Bravo pour les nouveaux grades. Légère digression. Donc, pour dire que, comme il ne peut plus faire le chemin inverse, alors il faut trouver une autre voie. Et cette voie, la voie royale, c'est la voie de M. Nana Akufo-Addo, où on ne suspectait pas, on ne pouvait pas imaginer que Nana Akufo-Addo pouvait devenir ce traître qu'il est devenu aujourd'hui. Donc, ce n'est que normal qu'on ait justement cette base arrière et qu'il y ait ce contrat, n'est-ce pas, qui est ce pacte, n'est-ce pas, de non-agression, parce que ce pacte existe. Ça a déjà été fait, par exemple, avec le Burkina Faso, qui, à l'époque de Blaise L'exemple a déjà été donné par d'autres pays. Exactement. Donc, vous voyez qu'il y a ce pacte-là qui existe et que le Ghana fait semblant de ne pas connaître, alors qu'en réalité, c'est l'un des éléments, l'un des pays qui veut déstabiliser justement le Burkina Faso. Mais au-delà du Burkina Faso, cette confédération qui est en train de se mettre en place. Eh bien, le gouvernement se défend quand même face à ces détails, à ces accusations, à ces informations qui ont été publiées par Reuters, en précisant que ce n'est pas parce que le Ghana a des frontières poreuses avec le Burkina Faso qu'il est forcément de mèche avec les djihadistes, les terroristes, car les mêmes, les pays partagent les mêmes ethnies sur leurs différents territoires. Ça, c'est pour rester dans le narratif des médias occidentaux et autres qui continuent de faire comprendre qu'il s'agit en fait des religieux qui sont en colère et donc sèment la terreur dans ces différents pays. Mais André Christelle Fanga, il y a une question aussi qui taraude un tout petit peu à la sortie de cet article, c'est l'or ghanéen, les minerais ghanéens justement qu'il y a à cette frontière que partagent le Burkina Faso et le Ghana. Selon les analyses ou alors les informations, les compréhensions qu'on pourrait avoir au travers de cet article, eh bien, les terroristes sur le territoire qui sévissent sur le territoire burkinabé s'approvisionnent en or sur le territoire ghanéen, ce qui permettrait donc au pays d'être en sécurité, car les terroristes, plus que de simples terroristes qui décident de ne pas attaquer le Ghana, finissent par protéger le pays. Je ne sais pas si vous essayez un peu de visualiser justement ce qui se passe. Donc le volume en tout cas de l'or sur le territoire que partage le Burkina Faso et le Ghana servirait de monnaie de change à ces terroristes qui auraient signé cet accord avec le gouvernement ghanéen afin de ne pas être agressés sur leur territoire, mais de leur servir simplement de place, de camp de ravitaillement, de points de ravitaillement, comme cela a été déclaré par cet article. Madame, l'article de Reuters nous dit qu'il y a 7 sources pour arriver, n'est-ce pas, à cette conclusion-là. Oui. D'abord, les sources militaires, les sources de renseignement, les sources sécuritaires, la diplomatie régionale et tout ça. Et qui arrive jusqu'à ce que
les sources régionales disent que l'État central ne veut même pas s'occuper de cette situation. En fait, ne fait pas de cette situation sa priorité. C'est-à-dire cette frontière poreuse-là où les gens entrent et ressortent comme ils veulent. Et que, il ne faut pas l'oublier, la plupart des terroristes blessés se soignent au Ghana. En fait, dans les hôpitaux, n'est-ce pas, de l'autre côté. Donc, c'est des éléments de preuve, n'est-ce pas, qui prouvent qu'il y a, n'est-ce pas, une relation, entente. une entente, n'est-ce pas, entre les deux groupes, c'est-à-dire le groupe étatique ghanéen et le groupe des terroristes. Maintenant, l'or exploité, parce que justement, dans la plupart des territoires riches, c'est comme ça que ça se passe. On vous dit, ok, on sous-traite la sécurité avec les matières premières, n'est-ce pas, de cette localité. Vous allez un peu de partout. Vous allez retrouver que l'exploitation du gaz, l'exploitation du pétrole, l'exploitation de l'or, l'exploitation du diamant, l'exploitation de toutes ces matières-là. Allons dans notre pays que nous aimons beaucoup, la RDC. C'est parce que justement, il y a de fortes ressources naturelles, n'est-ce pas, à l'est du Congo, que ce territoire ne peut pas avoir la paix. Et comment ces rebelles, n'est-ce pas, soi-disant du M23, de tous ces groupes rebelles qui sévissent là-bas de ce côté-là, ils se payent comment? Ils se payent au travers, n'est-ce pas, du pillage, n'est-ce pas, des ressources naturelles. Et la protection aussi, comme ils protègent aussi des multinationales qui y sont installées. Parce que dans ces zones, il y a toujours une exploitation, n'est-ce pas, anarchique. Il y a toujours une exploitation, n'est-ce pas, des ressources naturelles qui ne hors contrôle gouvernemental et qui, parfois, le gouvernement laisse que c'est des groupes rebelles, n'est-ce pas, qui exploitent, n'est-ce pas, ces espaces-là pour justement avoir la paix à l'intérieur du pays ou bien dans ses frontières. Et donc, voilà ce qui est en train de se passer actuellement au Ghana. Donc, le Ghana demande, n'est-ce pas, aux rebelles d'exploiter l'or et de se ravitailler parce qu'en réalité, ce n'est pas seulement pour se ravitailler en argent ou en nourriture, mais il faut se ravitailler aussi en armes, en matériel de guerre. Et il faut trouver des ressources. Oui. Et donc, c'est une facilité. Et maintenant, quand cet or-là est exploité et tout le reste, c'est vendu où? Ça veut dire qu'il y a un marché noir. Ça veut dire que, et comme dans toutes les zones de guerre, n'est-ce pas, il y a toujours des pays, n'est-ce pas, qui sont acheteurs de ces, n'est-ce pas, on avait appelé les diamants centrafricains, les diamants de sang. Par exemple, les diamants centrafricains étaient appelés les diamants de sang. Vous voyez un peu. Maintenant, des zones de conflit comme cela, où on exploite de l'or, on exploite de matières premières. On va appeler ça comment? Et que ça va où? C'est dans le marché noir que c'est liquidé. Et tout ça pourquoi? Parce que on va vous apporter des armes, on va vous apporter des pick-up, on va vous apporter du matériel militaire pour davantage, n'est-ce pas, soutenir votre, soi-disant, votre combat. Et donc, le Ghana laisse justement l'exploitation de ces ressources-là, de son or, parce que c'est une zone vraiment auriféraire, n'est-ce pas, cette zone du Ghana, qui a beaucoup d'or. Et donc, quand on laisse cette frontière-là, quand même, l'État, quand elle sait qu'elle a ses ressources, n'est-ce pas, propres, qui peuvent l'aider pour son économie, alors que le Ghana même a des problèmes économiques, pourquoi ne pas créer, n'est-ce pas, une véritable exploitation de cet espace-là pour justement renflouer les caisses économiques, n'est-ce pas, du Ghana. Donc, vous comprenez qu'il y a des logiques, parfois, que vous ne comprenez pas, mais au fond, quand vous analysez, vous comprenez qu'il y a un plan bien ourdi, n'est-ce pas? Il y a un plan bien organisé pour justement déstabiliser les États comme le Burkina Faso aujourd'hui. Parce que même jusqu'à là, en dehors de l'or exploité au niveau du Ghana, l'or même du Burkina Faso est exploité aussi de manière anarchique. Parce que n'ayant pas, n'est-ce pas, le total contrôle sur cette frontière-là ou bien sur cet espace-là, véritablement, le Ghana y profite et ses rebelles aussi y profitent pour davantage exploiter, comme les rebelles de M. Kagame exploitent, n'est-ce pas, le Nord Kivu.
Merci André Christelle Fanga. Quelqu'un aurait dit balle perdue sur Paul Kagame. Non, pourquoi? Ben, vous savez que M. Paul Kagame, c'est l'un des dirigeants, les piètres dirigeants de notre Afrique nouvelle. Parce que là, nous voyons comment ce monsieur, n'est-ce pas, décide de vendre l'Afrique ou bien de créer, de s'aimer le chaos en RDC, alors qu'ils ont besoin juste de s'entendre et de dire, ben, qu'est-ce qu'on se reproche? Asseyons-nous et voyons comment on peut, n'est-ce pas, s'entraider. Comment construire son pays sur le dos des autres. C'est un pays censure, le Rwanda. Merci André Christelle Fanga. Eh bien, le Ghana avait décidé de renforcer la sécurité à la frontière de son pays lorsque des attaques ont été constatées au Burkina Faso. En tout cas, ça, c'est ce que rapportent les autorités ghanéennes. Ainsi, 1000 soldats ont été déployés à cette frontière. Pensez-vous, André Christelle, qu'il s'agit plutôt de 1000 soldats pour protéger les minerais exploités par les terroristes qu'on dit installés sur ce territoire afin de se ravitailler, de vivre, de s'installer, de se soigner et tout ce qui va avec avant d'aller attaquer le Burkina Faso? Ben, je pense que c'est une stratégie. C'est une stratégie pour mieux encercler le Burkina Faso. Parce que vous voyez que si le Ghana a déjà disposé des terroristes sur son territoire et maintenant envoie des hommes ou bien recrute, fait 1000 hommes pour justement aller de ce côté-là. Oui. Et que la Côte d'Ivoire aussi est de son côté là-bas avec sa part de djihadistes et terroristes et des militaires ivoiriens qui sont aussi prêts à déstabiliser. Vous voyez que c'est l'encerclement du Burkina Faso parce que c'est comme si le Burkina Faso était le petit pousset dans toute cette affaire. Et que s'il réussissait à déstabiliser le Burkina Faso, il déstabilisait, n'est-ce pas, la charte du Liftako Gourmand, c'est-à-dire la confédération. Oui. Aujourd'hui, le Burkina Faso, n'est-ce pas, est dans une optique et une option où les Burkinabés sont prêts à se défendre et à défendre leur honneur. Tout ce que Nana Akufo-Addo et ses complices occidentaux font, et ses amis de la CEDEAO sont en train de faire, est vu et nous savons tous que des partenariats vont se nouer. Et c'est pour ça que le renforcement, n'est-ce pas, de cette alliance du Liftako Gourmand en disant, OK, nous sommes maintenant une armée, n'est-ce pas, nous avons un commandement, n'est-ce pas, unique, n'est-ce pas, qui doit justement gérer les affaires militaires. Et je pense que c'est une avancée extrêmement importante. Et je pense que c'est ce que nous souhaitons tous pour que nous allons très vite, n'est-ce pas, pour que nous puissions contrecarrer des attaques comme ceux-là qui sont en train de se préparer. Vous savez, dans la logique de l'Occident aujourd'hui, c'est de délocaliser la guerre. Il faut absolument délocaliser la guerre de l'Europe pour l'Afrique. C'est parce que justement, ils n'ont pas convaincu le président de la Fédération de Russie, c'est-à-dire Vladimir Poutine, n'est-ce pas, pour justement délocaliser cette guerre. Sinon, cette guerre serait déjà délocalisée depuis longtemps. C'est pour ça que vous essayez de voir, on vous fait croire que non, l'Ukraine a des mercenaires, n'est-ce pas, au Mali, l'Ukraine a des mercenaires en RCA ou bien au Tchad, n'est-ce pas, que l'Ukraine a... Pour essayer de faire croire, pour faire descendre le conflit sur le continent africain, alors que non. L'Ukraine est en manque d'hommes. Donc, on ne peut pas avoir des mercenaires sur le territoire africain. Les mercenaires qui sévissent, n'est-ce pas, au niveau du Mali, au niveau de la RCA, soi-disant qui vont entraîner, n'est-ce pas, les militants de la CPC à manier les drones, de l'UPC, pardon, à manier les drones, c'est faux. C'est en réalité des militaires français. C'est des Américains. C'est eux qui sont installés dans le Sahel, dans tout le territoire. Donc, en vérité, ils veulent véritablement transporter, enlever, s'il y avait possibilité, n'est-ce pas, que Poutine les comprenne, n'est-ce pas, qu'ils transportent cette guerre-là sur le territoire africain pour qu'ils fassent, n'est-ce pas, de l'Afrique ce qu'ils veulent. Parce que le projet, c'est que d'ici 2027-2030, que l'Afrique n'appartienne plus aux Africains. Que l'Afrique devienne, n'est-ce pas, simplement une terre où l'Europe va venir s'accaparer ou bien les capitalistes vont prendre en charge. Parce que l'objectif, je vous ai pris par exemple du Liban, où M. Macron organise la kermesse pour donner 100 millions d'euros sur les 400 ou 500 millions d'euros. 800. D'accord. On en a donné combien pour le Mali, pour la RCA, qui sont en guerre depuis, hein? Mais on a pompé beaucoup de sous à l'Ukraine. Mais donc, je vous prenais cet exemple pour simplement vous dire que regardez comment
il organise, n'est-ce pas, pour avoir des fonds pour le Liban, pour reconstruire le Liban. Mais le même président soutient Israël. Vous voyez que c'est en fait des pompiers pyromanes. C'est la logique du pompier pyromane, c'est-à-dire on met le feu et on court maintenant pour éteindre. Parce que le marché de la reconstruction est souvent le marché le plus important. Vous voyez un peu, parce qu'il faut endetter. Par exemple, l'Ukraine, ce n'est plus un pays. L'Ukraine est devenue une propriété états-unienne ou bien otanienne. Parce qu'en réalité, l'Ukraine n'a plus rien. L'Ukraine n'a plus de président depuis longtemps. Si le président Volodymyr Zelensky n'est plus président depuis longtemps, il est seulement là comme ça. Il continue à jouer sa comédie parce que son mandat étant déjà arrivé à la fin, soi-disant des pays démocratiques. Nous voyons les pays démocratiques. Et son gouvernement qui a été nommé depuis longtemps, donc qui n'a plus de valeur. Donc, vous voyez qu'en fait, il faut avoir des pays comme ça qui n'ont pas de valeur, qui n'ont pas qui ne sont pas charismatiques, s'il faut utiliser ça, un peu ça, cette expression-là. Donc, vous voyez des hommes qui n'ont pas de charisme. Oui. Donc, il faut les utiliser comme ça pour qu'on vienne reconstruire. Et c'est ce qu'on veut faire de l'Afrique aujourd'hui. Et c'est pour ça que des attaques vont se multiplier contre le Burkina Faso, contre le Niger, contre, n'est-ce pas, le Mali. Et d'autres pays qui sont en train de vouloir s'émanciper, de sortir, n'est-ce pas, du giron capitaliste pour adhérer justement, n'est-ce pas, à ce monde multipolaire qui est en train de se dessiner. Donc, ce n'est que normal ce déploiement militaire du Ghana pour davantage aller soutenir, n'est-ce pas, les rebelles. Ce n'est pas pour aller défendre ou bien protéger la frontière, non. C'est pour aller soutenir les rebelles ou bien même pour aller même les former davantage, n'est-ce pas, pour qu'ils puissent commettre plus des actions au niveau du Burkina Faso. Merci André Christelle Fanga. Eh bien, le gouvernement ghanéen se défend quand même en précisant que si de telles actions étaient menées à la frontière que partagent Accra et Ouagadougou, eh bien, on n'aurait pas attendu des propos de journalistes pour le savoir. La France, par exemple, aurait aussitôt fait de publier ses rapports. L'ONU aurait aussitôt fait de publier ses rapports, sans oublier les sociétés de renseignement du Ghana. Et puis, pourquoi pas, des pays voisins. Alors, le gouvernement maintient qu'il n'y a pas de politique de non-agression avec les terroristes sur le territoire. Lorsqu'on se rend dans le nord du Ghana, on peut constater des investissements qui sont assez considérables pour assurer la sécurité de tout le monde. Alors, donc, en fait, le Ghana essaye de dire que sur le plan sécuritaire, vraiment, l'armée est au pif, l'armée est parfaite. Les 1000 soldats qui sont placés à cette frontière sont tellement aguerris qu'ils permettent de protéger le pays contre toute porosité qui pourrait laisser passer les terroristes. Alors, ce n'est que ça qui explique cette sécurité du Ghana. Cela n'a rien à voir avec des velléités de déstabilisation du Burkina Faso ou encore l'hébergement de plusieurs terroristes. Madame, le Togoland a disparu. Si vous tapez sur Internet Togoland, vous allez voir. C'est une sécession qui s'était déclarée au niveau du Ghana, comme ça d'un pif. Ça a disparu comme ça. Pourquoi ça a disparu? Ce n'est pas parce que le Ghana a mené des offensives contre le Togoland. Non. C'est parce que justement, il y a eu des ententes. Il y a eu des contrats, il y a eu des partenariats. Il y a eu des décisions qui ont été prises, n'est-ce pas? Le pacte de non-agression est réel. Et s'il n'y avait pas pacte de non-agression, le Ghana serait aujourd'hui aussi en plein au terrorisme, n'est-ce pas? Serait justement en train d'être terrorisé par les terroristes. Mais comme M. Nana Akufo-Addo et son gouvernement ont décidé, n'est-ce pas, de prêter le flanc au jeu, n'est-ce pas, des impérialistes, ce n'est que normal que le Togoland s'est calmé et maintenant, c'est le Burkina Faso qui fait l'objet, n'est-ce pas, de ces agressions-là, de ces incursions terroristes-là. Allez les voir, ces terroristes-là. Ils se soignent dans les hôpitaux au Ghana. Ils se ravitaillent au Ghana. Ils font tout presque au Ghana. Et l'une des choses que j'aime souvent dire et que j'aimerais toujours le rappeler, le terrorisme n'a pas un visage étranger. Le terrorisme parfois a un visage local.
Ok. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont rappelé, par exemple, n'est-ce pas, que c'est les mêmes peuples. Les mêmes peuples qui se trouvent du côté du Burkina Faso se trouvent au côté du Ghana. Parfois, c'est les mêmes personnes. Et un peu de partout. En fait, l'Afrique de l'Ouest, ou bien l'Afrique même tout entière, n'est-ce pas? C'est le même peuple. Mais comme on nous a divisés, et on continue à nous diviser pour des intérêts, je ne sais pas si c'est financier, je ne sais pas, de pouvoir, quel intérêt pour qu'on nous divise à ce point-là. Et donc, l'Occident profite de cette, n'est-ce pas, de cette occasion pour mieux, en fait, d'appliquer la théorie de Machiavel qu'ils ont comme livre de chevet, n'est-ce pas? La théorie de Machiavel s'est divisée pour mieux régner. Et donc, ils savent que en mettant en porte-à-faux le Burkina Faso et le Ghana, alors ils vont profiter. C'est la plupart des exploitants, n'est-ce pas, miniers dans ce secteur ne sont pas des Africains. Les terroristes essaient d'exploiter et ils revendent même parfois, n'est-ce pas, à ces grands trafiquants qui parfois transportent de l'or ou le diamant et tout ça et vont à Londres directement avec et le vendre, n'est-ce pas, sur le marché international. Parfois sans contrôle. En fait, c'est même le plus grand enrichissement, c'est le plus facile parce que exploiter, n'est-ce pas, des ressources comme ça, sans contrôle, sans rien, sans la quote-part du gouvernement et tout. La seule chose qui bénéficie, n'est-ce pas, au gouvernement ghanéen, c'est cette soi-disant résolution, n'est-ce pas, de pacte de non-agression pour qu'on les laisse en paix et qu'ils bénéficient de quelques prêts, de quelques subventions, de quelques, n'est-ce pas, diplomatie, visibilité à l'international, alors qu'en réalité, c'est un pays laminé et pourri. Donc, je pense que il faut véritablement que nous, les Africains, nous nous réveillons et que nous commençons à parler entre communautés. Nous commençons à parler, n'est-ce pas, entre villages. Nous commençons à parler, n'est-ce pas, entre nous, des frères, pour dire que, mais non, pourquoi nous nous battons? Pourquoi, je vous prends un pays comme le Cameroun, qui a 3 frontières, qui a 3 pays frontaliers, par exemple, au sud. Vous allez au Gabon, vous allez trouver les Ntoumou. Au Cameroun, vous avez les Boulous. En Guinée équatoriale, vous avez les Fang, qui ont un même un arbre généalogique. Mais l'autre va dire qu'il est Gabonais, l'autre va dire qu'il est Guinéen, équato-guinéen, l'autre va dire qu'il est Camerounais. Tout ça, qu'est-ce qui nous a amené à ça? C'est les divisions coloniales. Et le colon continue justement à travailler, n'est-ce pas, pour mettre, n'est-ce pas, les pays africains en lambeaux, les peuples africains en lambeaux, en créant justement ces différentes fractions entre les peuples, entre les villages, entre les ethnies, entre plein de choses. Donc, ils ont créé tous ces concepts-là aujourd'hui pour justement nous mettre dans cette posture-là. Donc, madame, le Ghana ne peut pas se défendre dans cette affaire parce que le Ghana est complice des terroristes qui sont en train de sévir justement au niveau du Burkina Faso. Merci André Christelle Fanga. Voici qui nous permet, cette déclaration qui nous permet de refermer cette émission. Selon d'ailleurs certains chercheurs et même analystes du Ghana, les terroristes se ravitaillent au sein du peuple ghanéen depuis plusieurs années. Telles sont les informations que l'on peut lire sur des sites ghanéens. Merci André Christelle Fanga. On se donne rendez-vous très bientôt sur For You Radio, sur For You Télévision, en tout cas sur For You Media Africa. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'être en face de vous pour discuter des questions extrêmement importantes pour notre continent et surtout sensibiliser les peuples parce que l'heure est grave. L'heure est grave pourquoi? Parce qu'il faut véritablement que nous prenions conscience que si nous n'appliquons pas la théorie des porcs épics, nous allons mourir de froid. Bon.
la semaine prochaine, j'expliquerai ce que c'est que la théorie des porcs-épis. Et nous sommes impatients d'avoir cette explication. André-Christelle Fanga, merci d'avoir été notre invité pour Regard panafricain, la fangatisation. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci à Kelly qui était à la mise en onde de ce programme, bien sûr. Et merci à tous de nous avoir regardés et écoutés. Restez en compagnie de For You Radio car l'information et les programmes se poursuivent. Au revoir, Ouagadougou.